L'espèce en question est un genre d'insecte de petite taille à antennes alaires de la famille des Salticidae, sous-famille des Polyommatinae. Le corps de l'insecte est un peu allongé par rapport à sa tête et plus étroit par rapport à la gorge. L'insecte a plusieurs paires d'yeux, mais une seule paire de pattes, qui peuvent se présenter en une rangée ou comme un ou deux manchons encerclant et protégeant le sternum. La sous-espèce à aile basse, ou gros perce-coupelle, a un corps double. Un côté de l'abdomen en forme d'aigle et, de l'autre, une aile aux allures de dard, incurvée vers le haut. Le corps est très proche de l'abdomen, avec cependant un peu trop de queue et une grande zone ailée sur les côtés de la tête. L'insecte se nourrit de graines, mais consomme aussi occasionnellement de la cellulose. Il consomme ses divers nutriments par les pores de son corps directement, et non pas par l'anus, comme c'est souvent le cas chez les Salticidae. Cette sous-espèce se nourrit de plantes, dévorant tiges, graines, fruits et fleurs, sans égard à leur structure. Elle fait montre d'un spécialisme radical, ne consommant uniquement, une fois parvenu à l'âge adulte, des produits d'une même espèce, l'individu dépérit si la plante de son choix vient à manquer ou disparaître. Les reines, de loin les individus les plus voraces, et par conséquent beaucoup plus grandes que le reste des spécimens, étaient un mets de choix dans les campagnes, une offrande aux jeunes mariés le jour de leurs noces, qui devaient en avaler 3 douzaines au moyen d'entonnoirs prévus à cet effet. Elles étaient alors appelées bouillon-dents, nom cryptique qui a fait couler beaucoup d'encre. Il a été avancé par exemple que cette dénomination était à l'origine du nom de Godefroy de Bouillon, mais d'autres voix se sont élevées contre cette hypothèse, arguant qu'un croisé ne pouvait avoir été assimilé à des créatures aussi répugnantes. La particularité sans doute la plus frappante de cette famille est que la ponte des œufs survient avant et non après l'accouplement. Des phénomènes rarissimes comme le transspécisme genré ont été observés chez certaines sous-espèces. La femelle, une fois le cycle reproductif accompli, devient une libellule mâle. C'est pourquoi certains insectes appellent celui-ci demoiselle. D'ordinaire, la femelle pond son œuf pendant 3 semaines dans des sables riches en éphémères, en poissons lanternes d'eau douce, en crabes des rivières. L'air fétide et silicieux aux alentours est un bon abri pour la femelle, alors même qu'elle ne peut jamais se percher pour repérer des menaces extérieures. Après la pondaison, des mâles peuvent alors se former à même le corps de la femelle, mais il est plus courant pour eux d'émerger entre le fond du nid à venir et l'œuf. Dès sa naissance, le mâle construit le nid de l'intérieur pendant 7 semaines, au cours desquelles celui-ci cède parfois au désir de manger les œufs adjacents. Il arrive même au mâle de pondre de temps en temps, car mâles et femelles produisent chacun des œufs à peu près identiques. Ce processus a un effet rétroactif sur la femelle. Le taux de fertilité augmente en effet d'1 mois par an pour les femelles à 2 pour les femelles mâles, le terme consacré pour désigner les femelles au sein duquel ont déjà émergé un ou plusieurs mâles. Les larves, avant la mutation végétarienne qui caractérisera l'âge adulte, chassent dans l'eau stagnante et sont alors appelées poissons-dents. Elles passent par une phase particulièrement vorace, s'attaquant à toutes sortes de proies, y compris les proies de leur proie. Peu d'entre elles s'éloignent du nid, mais certaines s'aventurent plus loin, s'orientant grâce à leur chant. Ceci n'est bien sûr qu'un exemple de la grande variété et créativité reproductive des Salticidae. Par exemple, chez les espèces des genres Polyomatophilus pterophilius, Polyomatophilus epipaculus et Polyomatophilus boreatus, la femelle pond son œuf sur les éjaculats de son partenaire à même les branches. Certaines femelles peuvent même pondre en vol. Les individus à antennes courtes et larges, ou à dents de la queue, comme ils étaient appelés communément, faisant référence à la similarité des antennes et de leur abdomen, peuvent pondre leurs œufs sur des ammonites, voire d'autres petits insectes. Des femelles peuvent elles aussi se former à la base du corps du mâle, si celui-ci est encore adolescent. Ils produisent alors leur nid de telle sorte qu'ils puissent recevoir les œufs de celles de leurs larves qui n'ont probablement pas encore été fécondées. C'est seulement dans ce contexte exceptionnel
que la femelle pond un œuf de couleur différente de celui de l'individu adulte, et on pond plus d'un, généralement de petite dimension, contrairement aux spécimens matures qui en pond rarement plus d'un à la fois. Ces premiers pondeurs, à peine au seuil de leur maturité, sont dans la phase la plus agressive de leur développement, et la seule qui soit un réel danger pour l'homme. En effet, la sauvagerie défensive dont ils font montre lorsque la survie de leur progéniture est en jeu, alors même qu'ils pondent un nombre anormalement élevé d'œufs blancs, c'est-à-dire infertiles, produit des comportements extrêmement précis et dévastateurs, visant les yeux et les organes sexuels de tout prédateur potentiel. Certains individus tentant même de s'infiltrer dans l'organisme des intrus avant de relâcher leur venin, sachant que, malgré ses conséquences fatales, une telle attaque mène à un empoisonnement bien plus violent. Ceci n'est toutefois que passager. Le deuxième œuf, qui désigne en zoologie médiévale toute couvaison après la première, est, pour l'essentiel, un labeur tranquille. Il est le fruit commun du mâle et de la femelle à la suite d'un accouplement long et enroulé. Le couple, fragile et peu mobile, est longtemps chassé pour cette raison, ainsi que pour le jus goûtu de l'œuf en gestation, est anciennement appelé une anguille. Certains individus, par contre, ne pondent pas du tout.